Bonjour Olivier Norek. Bonjour. On se connaît déjà. On s'est déjà vu l'année dernière. Voilà, c'était très bien passé. J'avais un bon souvenir de vous. J'espère que c'est pareil. C'est Du tout. Non, j'ai pas du tout aimé. Et là, je suis forcé par la librairie. Mais enfin, je suis aussi forcé par le fait que tu mesures 2 mètres et que tu peux m'écraser avec un petit doigt. Donc en fait, j'ai pas le choix. Vas-y, balance. Normalement, c'est vous qui devez m'intimider. Alors, déjà, ce que je vais vous demander, c'est de vous présenter à ceux qui nous regardent. Okay. Qui est Olivier Norek? Avec plaisir. Donc j'ai 43 ans, j'étais flic sur le 93 pendant 18 ans. Et donc voilà, mon quotidien, c'était d'être là pour les autres quand ils étaient en cassure, en fêlure, en blessure. Et puis au bout d'un moment, après 18 ans de police, j'ai eu envie, après les avoir vécus, j'ai eu envie d'écrire des histoires, des romans policiers. Et donc j'ai écrit une première trilogie qui se passe dans le 93, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, avec Code 93, Territoire et sur tension, mes premiers romans qui parlent de ce que c'est que la vie dans le 93 entre les policiers, les gens qui vivent là, et les délinquants et les criminels, qui représentent à peu près 0,001%, mais malheureusement il n'y a que de eux qu'on parle, alors que voilà, il y a d'autres choses chez nous. Et puis après j'ai écrit un bouquin sur le mouvement migratoire, et c'est une enquête dans la jungle de Calais. Entre deux mondes. Et là aujourd'hui, mon dernier bouquin s'appelle Surface, et c'est l'histoire d'une policière qui a été défigurée pendant une opération anti-drogue et qui va être envoyée dans le plus petit village de France. On lui dit qu'elle est en convalescence, mais elle sent bien que c'est un placard, et elle va devoir donc rester dans ce plus petit village, dans ce plus petit commissariat, jusqu'au moment où une enquête énorme va lui tomber sur le dos. Voilà. Et depuis justement votre excellente trilogie, vous enchaînez les prix. Il y a eu le prix du meilleur polar européen délivré par Le Point. Et dernièrement, sur des actes, vous avez reçu un prix de la part du ministre de la Culture. Ouais, le prix des maisons de la presse. Le prix des maisons de la presse. Donc, qu'est-ce que ça fait? Comment vous l'avez reçu? Mais la photo, vous étiez beau gosse dessus. Ouais, merci, ça fait plaisir. Moi, j'ai jamais été impressionné par la hiérarchie policière, et je suis encore moins impressionné quand je croise un ministre. Là, c'est le ministre de la Culture. Les auteurs crèvent, les auteurs de romans, de littérature crèvent. Il n'y a que 1% des auteurs qui vivent de leur plume, et on ne fait pas du tout attention à ça, alors que c'est l'exception culturelle française, c'est le rayonnement de la France, c'est sa littérature, c'est sa musique, c'est son cinéma. Et voilà, c'est tellement compliqué d'être auteur qu'il n'y a que 1% des auteurs qui réussissent à vivre de leur travail. Donc quand j'ai eu l'occasion de lui parler, quand j'ai eu le micro, je l'ai attaqué sur ça, parce que je pense que justement, c'est pas parce qu'on a la capacité de fréquenter les hautes instances, la grande politique ou les gens qui décident, qu'il faut courber les chines et leur dire bonjour et merci, etc. C'est justement à ceux qui sont côte à côte, c'est justement ceux qui les rencontrent qui doivent leur dire à chaque fois: vous vous souvenez qu'on existe? Vous vous souvenez, quand j'étais flic, je leur disais: vous vous souvenez que le 93 ça existe? Vous vous souvenez qu'il y a des gens normaux, des gens bien qui y vivent? Et là, pour les auteurs, c'est la même chose. Je croise donc le ministre de la Culture et je lui dis: à un moment donné, il faut pas oublier qu'on est en train de crever et que bientôt il n'y aura plus de bouquins. Donc voilà, j'étais très content de le rencontrer, mais j'avais surtout quelque chose à lui dire. Ok, super. Et justement aussi, je voulais, dans un des articles, dans les revues de presse que j'ai dû feuilleter pour pouvoir en apprendre davantage par rapport à vous, il y avait quelque chose que vous avez dit qui m'avait un peu interpellé. C'était le fait de dire que par rapport aux autres, lorsque vous étiez justement, vous travaillez à Bobigny, justement, DSI. DCPJ. DCPJ. DGSI, c'est les agents secrets, voilà. Et DCPJ, c'est la police judiciaire. Voilà. Ce qui faisait de vous un être justement à part, c'était la capacité d'écoute que vous aviez. Le mot que vous utilisez, c'est votre vulnérabilité, qu'on retrouve en littérature. Est-ce que je pourrais un peu plus développer en fait? Oui. En fin de compte, il y a certains policiers qui courent après les assassins, après ce qu'on appelle les beaux mecs. Tu vois, les beaux mecs, c'est vraiment le super assassin, le super caïd, etc. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, mon moteur, mon essence, mon pétrole, ce qui fait marcher ma machine, c'est la victime. Parce que je me sens vulnérable, parce que j'ai toujours cherché ma place dans la société, que je me suis toujours senti incertain. Et bien, dès que quelqu'un est en vulnérabilité, j'ai envie d'être là pour lui, j'ai envie de l'aider. Lui, ouais, j'ai envie de l'aider. Et donc, le plus important, pour moi, c'était ça, ce rapport qu'on a avec la victime. Moi, je suis capable, si j'ai une victime qui me touche, de pas dormir et de pas manger pendant plusieurs jours. Ça devient le plus important de ma vie.
Et quand je me suis mis à écrire, et ben cette vulnérabilité, je l'ai utilisée pour créer des personnages très très humains. Parce qu'en fin de compte, tu peux raconter la plus incroyable des histoires, l'histoire pleine d'aventures, la plus surprenante ou la plus horrifique. Elle n'existe pas s'il n'y a pas un vrai beau personnage qui t'amène dans cette histoire, qui te prend la main et qui te fait traverser cette histoire. Donc voilà, ma vulnérabilité, qu'on peut aussi appeler sensibilité, je l'ai utilisée beaucoup dans mon métier de policier, toujours à l'écoute, être là pour les autres, et je l'utilise aussi beaucoup dans mes romans. C'est ça qui fait qu'on dit que mes romans sont humains. Et là, vous en êtes à votre cinquième, bravo. Merci. Vous êtes un temps prolifique. Et qui s'appelle Surface. Ouais. Voilà. Maintenant, la chose, c'est que le décor que revenait généralement avec votre première trilogie, c'était surtout 93, Ouais. dont vous faisiez un panorama. Et vous avez quitté pour faire Entre deux mondes, pour aller dans la jungle de Calais. Ouais. Et cette fois-ci, vous allez dans les verdures Dans le département de l'Aveyron, ouais. de l'Aveyron. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu quitter le 93, que vous avez voulu changer d'air? Alors, c'est pas parce que l'endroit me plaisait plus, mais c'est parce que j'ai été flic pendant 18 ans dans le 93, qu'une fois que je suis devenu auteur, j'ai écrit 3 romans qui se passent dans le 93, et que la planète est grande, et que si je passe toute ma vie dans le 93, j'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté d'autres univers, d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres rencontres, et ça me fait et ça me terrorise, parce que ce qui me terrorise le plus, c'est que même si à tous les bouquins j'essaie de changer d'univers, je visiterai 5% de la planète, je rencontrerai 0,00001% des gens, je comprendrai 1% des cultures, et c'est ça qu'en fait qui me terrorise le plus, c'est d'en rater autant. Alors tu me demandes pourquoi je change du 93, et moi je te réponds, mais pourquoi j'ai pas changé avant? Pourquoi j'ai pas juste écrit un bouquin sur le 93 et que je suis allé voir ailleurs ce qu'il y avait d'autre? J'ai été flic pendant 18 ans sur le 93, les 3 premiers romans qui m'ont pris 5 ans, c'est sur le 93. Maintenant j'ai très très envie d'aller voir ailleurs en France, mais ailleurs dans le monde aussi. Mais parfois il y a cette peur aussi de perdre son public, en fait, parce que vous êtes fait connaître justement au travers de ces thématiques-là, et ce qui a fait justement que vous avez créé un espace. Alors c'est pour ça en fait, tu sais, il y a des auteurs qui gardent leur même personnage pendant 5, 10, 15, 20 romans. Moi j'ai gardé mon personnage pendant 3 romans, et au 4e j'ai changé immédiatement, parce que je me suis dit qu'il fallait tout de suite dire au lecteur que jamais il saurait où je l'emmène, et jamais il saurait avec qui je l'emmène. Donc dès le 4e roman, j'ai bougé. Je pense que si j'avais écrit un 4e et un 5e roman sur le 93, j'aurais été catalogué l'ancien flic qui écrit sur le 93. Là maintenant, avec Entre deux mondes qui se passe à Calais, avec Surface qui se passe dans l'Aveyron, et mon prochain qui va être planétaire, ça se passera dans plein d'endroits différents, j'informe le lecteur, je le préviens que quand il ouvre un de mes bouquins, il ne peut pas savoir à l'avance où je l'emmène. Si tu déstabilises quelqu'un après la 15e occurrence, il est déstabilisé parce qu'il a été habitué 15 fois. Mais si dès la 3e fois, tu le fais rebondir, et à la 4e fois encore rebondir, et à la 5e fois encore rebondir, eh bien, il se dit, ok, d'accord, avec cet auteur, je ne sais pas où je vais. Regarde par exemple Quentin Tarantino. Quand il sort un film, tu ne sais pas du tout où tu vas aller. Exactement. Ben, c'est exactement ça. Voilà, moi j'ai envie de tarantiner ma vie. Alors, on va parler aussi de votre personnage principal, Noémie. Ouais. Alors, dès les premières pages, vous développez, pour moi, selon moi, vous développez très vite l'action. Ouais. Très vite l'action, ça commence sur les chapeaux de roue, véritablement, elle est prise dans une fusillade, elle perd une partie la moitié de son visage. Son visage, elle est balafrée. Donc, elle n'est pas balafrée, elle est totalement défigurée. Une petite balafre, c'est comme ça. Là. Voilà. Il y a tout ça qui a perdu. Bah, le truc, c'est que la question que je voulais vous poser, c'était déjà de 1, pourquoi avoir choisi un personnage féminin, premièrement, et est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette fois-ci, vous avez décidé d'aborder une approche un peu plus intimiste? Tout à fait. Tout à fait. Au début, je parlais de choses qui me heurtaient ou qui me peinaient dans ma vie de policier ou de citoyen. Puis j'ai envie de parler un peu plus de moi, de l'acceptation, de la reconstruction. Pourquoi on n'est que 20% de qui on devrait être? Pourquoi on est tous raccrochés au sol par des blessures, des complexes, des secrets qui fait qu'on n'est pas la moitié de qui on devrait être déployé, on devrait être merveilleux. Mais on a tout ça qui nous empêche à cause du regard de l'autre. Le regard qui interdit, qui freine, qui juge. Et donc j'avais envie de parler d'un personnage défiguré qui allait devoir dépasser, enfin les autres pour l'apprécier, allaient devoir dépasser son aspect physique. Et si j'ai choisi une femme, bah, c'est tout simplement que
un homme avec une balafre ou un homme défiguré, c'est un aventurier, c'est un baroudeur, c'est un show, il fait des trucs et tout, on se dit mais mon Dieu, comment il lui est arrivé ça, il est badass. Alors qu'une femme défigurée ou balafrée, c'est dommage pour elle, elle sert plus. Parce que c'est comme ça qu'on les regarde. C'est ce que j'appelle la narration patriarcale. Tu peux chercher en littérature, en culture, en cinéma, en théâtre, en téléfilm, en série, un personnage femme défigurée, tu le trouveras pas. Parce que voilà, il y a une sorte de cliché, la femme c'est joli et puis c'est tout. Donc je voulais, pour parler de cette acceptation, cette reconstruction, prendre le personnage qui donnerait ce sentiment de plus de violence. Et chez les mecs, c'est être un aventurier, chez les nanas, c'est être presque en fait ne plus servir à rien. Et c'est terrible et je voulais casser ce cliché-là. Aussi le fait que l'histoire se passe en ruralité, et non pas dans un paysage urbain. Oui, en plus, oui. Ça commence en ville, ça termine à la campagne. Je voulais vraiment que ce soit qu'on ait vraiment les deux regards. Le regard urbain et le regard campagne. Un regard urbain où en fait personne ne se regarde et ça aurait peut-être été plus facile pour ce personnage. Et le regard de campagne où on vit dans des endroits où tout le monde se connaît et alors en fin de compte son visage tout le monde le connaît. Donc c'était encore plus violent de l'envoyer à la campagne. En quoi un polar en fait est-il ludique par rapport à l'actualité? Mais c'est justement le contraire, c'est qu'en fait le polar il va rendre ludique l'actualité, c'est pas le polar qui est ludique, il va rendre l'actualité ludique parce que on est tellement en surinformation avec les chaînes en continu que en fait on entend un drame, on entend une horreur, on entend un pays en guerre et puis ça ressort. Parce qu'en fin de compte, c'est pas personnifié. On n'a pas de personnage. Par exemple, je peux te parler du mouvement migratoire, je peux te parler des migrants qui traversent l'Europe, la Méditerranée, etc. À BFM, sur LCI, à longueur de journée, tu t'en souviendras jamais. Par contre, ce dont tu te souviens, c'est de ce petit garçon qu'on avait retrouvé sur la plage avec le gilet jaune, le gilet de sauvetage jaune, il s'appelait Elan, parce qu'on avait parlé de ce garçon, on avait dit d'où il venait, on avait parlé de son père, on avait fait parler de son père, on avait interviewé cet homme-là qui racontait. Et on crée du pathos. Mais le pathos, c'est quoi? C'est du sentiment, c'est la vraie vie. Et donc, en fin de compte, le polar ou les romans vont te parler d'un personnage et vont lui faire traverser quelque chose. Et donc on va s'en souvenir de ces personnages parce qu'en fin de compte on raconte leur passé, on raconte leur avenir, on raconte leurs espoirs, on raconte qui ils ont aimé, par qui ils ont été aimés, et après on peut plus les oublier. Donc c'est pour ça que le roman, il va prendre l'effet divers d'actualité, mais il va vous les raconter de manière ludique. Et parce que c'est ludique, parce que vous l'avez vécu, parce que vous avez des émotions et des sentiments, vous les oublierez pas. Et je voulais savoir, moi ce que j'ai trouvé c'est que ton roman décrit bien en fait une violence qu'on est en train dont on parle aujourd'hui justement avec les gilets jaunes, dont subissent les gilets jaunes, cette violence sociale. La violence dans les institutions, cette violence qui n'est pas forcément une violence physique, qui n'est pas forcément une violence verbale, mais voilà. Et je voulais justement te créditer ça. Et est-ce que c'est une volonté de ta part aussi? Bien sûr, parce qu'en fin de compte, moi je préfère vraiment me prendre une grande trempe dans la gueule que de subir une violence continuelle, quotidienne, sociale, d'enfermement. C'est cette violence qui tend à te faire croire que tu vas pas t'en sortir et que vaut mieux rentrer dans une case et que même si ce que tu as c'est pas assez, tu l'as déjà. Et qu'on te dit, regardez dans les autres pays, regardez dans le reste du monde, les gens ils ont pas ça. Et puis c'est la violence de toutes les révolutions. C'est qu'à un moment donné, c'est pas la violence physique qui a fait soulever les peuples. C'est la pression morale, la pression du quotidien qui a commencé à faire l'effet d'une cocotte minute sous pression, qu'à un moment donné ça explose. Mais ça n'a jamais été sur un fait de violence directe. Ça a été pendant des années et des années et des années. Les Français, pour faire des gros clichés bien généralistes, les Français sont capables de beaucoup encaisser. Énormément. Mais à un moment donné, ils explosent. C'est ce qu'on voit avec les gilets jaunes, mais c'est exactement ce concept. C'est pas sur de la violence physique, c'est sur de la violence. En fait, t'as le moral qui est sapé au fur et à mesure. On t'enlève ça, on t'enlève une maternité, on t'enlève un train,
Et ton train il fait plus ça, maintenant il va falloir le faire en voiture. On t'augmente ce prix-là, on te baisse celui-là, on t'enlève les APL, on t'enlève ceci, cela, et au bout d'un moment, on accepte, et puis au bout d'un moment, voilà, le français, c'est très très bien, plier les chines, très longtemps. Mais à un moment donné, ça explose. Et donc oui, pour moi, la violence la plus forte, c'est la violence morale. Et donc, c'est uniquement celle que j'utilise. D'ailleurs, tu peux regarder dans mes 5 livres. Dans mes 5 livres, il y a une fois une personne qui sort son flingue. Une fois une personne qui se bat. Le reste du temps, c'est de la violence morale. Et c'est la violence la plus terrible. Donc c'est celle que j'aime mettre en avant. Parce qu'elle est vraie, parce qu'elle existe. Et dernière question, vers quoi va tendre ton prochain livre? Alors mon prochain livre va tendre sur un sujet qui est très important, qui est l'écologie. Et donc j'ai trouvé un truc, c'est très sympa. Je crois pas que ce soit encore lu. Il y a vraiment un petit truc un peu nouveau et un peu mystérieux. Et tu peux mais tellement toujours courir pour que je te le dise. Parce que j'ai trop peur qu'on me le choure. Donc c'est No Way. No Way. Pas question en français évidemment. Bah, merci Olivier Mais Lorec. c'est moi qui te remercie. Avec grand plaisir. À l'année prochaine. Oh super.